Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Cette politique architecturale commence avec Alexandre, bien sûr, qui s'érige en héritier mythique des derniers rois indigènes, les descendants de Nectanebo, contraints de fuir l'Égypte par les Perses. Il se présente comme, je vous l'ai dit, comme le sauveur de l'Égypte, et ses successeurs se posent donc en continuateurs des projets architecturaux des derniers rois autochtones. On constate l'intervention de conseillers égyptiens et la multiplication des temples hellénistiques dans différents centres culturels du pays. La constitution d'un empire dans le monde méditerranéen demande des ressources financières considérables que l'Égypte peut produire sous forme de blé. La politique architecturale sert à relier les temples en tant que centre de production agricole. Et quand se déclenchent les conflits avec les autres héritiers d'Alexandre, qui menacent sans cesse d'envahir l'Égypte, eh bien les temples deviennent des centres carrément militaires. Ils prennent une place stratégique dans la défense du territoire. La région du Wadi Toumilat est dotée d'une importance stratégique, militaire et commerciale parce qu'elle donne accès à la Syrie et à la mer Rouge. Eh bien, cette importance explique les fréquentes visites royales attestées par de nombreuses stèles. L'approvisionnement en éléphants de guerre nécessite la construction d'une route qui passe par la Nubie, renouvelant les contacts du royaume égyptien avec le royaume de Méroé au Soudan. Les revenus de ce territoire conquis sont administrés par les prêtres de Philae, dont le temple fondé par Ptolémée II est plusieurs fois agrandi. Un décret offrant le contrôle de la Nubie aux prêtres de Philae est plusieurs fois renouvelé. Le ravitaillement emprunte aussi la voie maritime via la mer Rouge. Ptolémée II fait construire un port appelé Bérénice, du nom de sa mère, tant qu'à faire. De là, 2 voies permettent d'atteindre la vallée du Nil. La première se dirige vers Édfou, la deuxième vers Coptos. Les temples de ces 2 villes bénéficient de toute l'attention du pouvoir macédonien. La politique architecturale des Ptolémées peut donc, du moins en partie, se comprendre du point de vue militaire et économico-commercial. Le contrôle du pays passe par l'approbation des prêtres qui reçoivent des avantages économiques qui se traduisent par la construction de temples. Les ambitions développées par les premiers Lagides prouvent que les recettes sont assez importantes pour que le partage avec le clergé indigène continue à bénéficier malgré tout au roi. Le pouvoir gréco-macédonien semble privilégier les temples du delta et de la région memphite. La stèle, qu'on appelle du satrape, datée de 311 avant Jésus-Christ, quand Ptolémée n'est encore que le satrape d'Alexandre IV, est érigée par les prêtres de différentes institutions religieuses de la région de Bouto, dans le delta occidental, pour confirmer le renouvellement d'une donation foncière effectuée par la monarchie en faveur de ces temples. Elle regroupe plusieurs villages, des troupeaux et des zones de chasse aux oiseaux. Tout ça est censé avoir été confisqué par Xerxès et rendu aux prêtres par l'éphémère pharaon Kadabak, qui règne sous la 2e domination perse. Ptolémée se contente, lui, de confirmer cette donation, effectuée par un de ses prédécesseurs. Pour le remercier de cette générosité, les prêtres égyptiens louent les qualités militaires du grand chef dont le nom est Ptolémée, et s'associent pleinement à la guerre qu'il conduit en Syrie contre un autre Diadoque. Je cite : « Il a rassemblé de nombreux Grecs avec leurs chevaux, ainsi que de nombreux navires de guerre avec leur équipage. Il se mit en route vers la terre des Syriens. Alors ceux-ci se battirent avec lui. Il entra chez eux, son cœur étant puissant comme le faucon fondant sur une proie. Il se saisit d'eux d'un seul coup, et il emmena leurs chefs, leurs chevaux, leurs bateaux et toutes leurs richesses en Égypte. » Cette inscription révèle l'existence d'une alliance politique entre les prêtres de Bouto et le satrape macédonien. Ptolémée prend soin d'associer les temples égyptiens au partage du butin tiré des opérations qu'il conduit au Proche-Orient. Je cite toujours : « Il a rapporté les statues des dieux trouvés en Perse, ainsi que tous les objets sacrés et tous les ouvrages des temples, et il les a remis à leur place. » Vous avez compris l'importance des temples, c'est politique. Et sous couvert d'une restitution de biens censés avoir été volés par les rois achéménides, Ptolémée distribue à certaines institutions religieuses égyptiennes des statues, des éléments d'orfèvrerie et de mobilier de prestige. Il se constitue, si vous voulez, un embryon de réseau politique dans le pays.
Cette réécriture de l'histoire au profit des Macédoniens qui auraient rendu à l'Égypte sa prospérité ancienne, après la soi-disant période sombre de la domination perse, est à l'origine de l'élaboration de l'image positive que nous avons du début de la domination macédonienne en Égypte, tout simplement. Les prêtres de Bouto ont parfaitement compris la manière dont leurs interlocuteurs gréco-macédoniens se représentent les différents souverains achéménides. Ayant provoqué l'incendie qui a ravagé Athènes en 480 avant Jésus-Christ, Xerxès était pour les Grecs l'incarnation de ce que le pouvoir achéménide avait de pire, alors que rien n'indique que les Égyptiens aient partagé ce préjugé négatif. Il est uniquement destiné à donner du crédit aux yeux des Macédoniens à une spoliation qui ne pouvait avoir été réalisée que par l'infâme Xerxès. La stèle du satrape, la fameuse donc, révèle la manière dont le clergé égyptien joue de la mémoire grecque pour arriver à ses fins dans ses négociations avec le tout nouveau pouvoir. Le règne du fils de Darius Ier n'ayant laissé que très peu de traces en Égypte. Son irruption dans le texte est tout à fait inattendue. Il faut pourtant quand même signaler qu'il s'agit d'un document isolé. Mais ça s'appelle tout simplement de la propagande, hein. Vous avez bien compris ça. Donc ce document qui ne prouve en rien l'existence d'une politique générale envers les temples égyptiens. Cette conjoncture est purement locale. La partie nord du pays représente un intérêt stratégique très important pour le pouvoir lagide naissant parce qu'elle est bien reliée à la mer par la branche sébénitique, c'est-à-dire dans le delta occidental. Elle offre à son adversaire, Antigone le Borgne, un site idéal pour un débarquement de ses troupes en Égypte. Ptolémée s'assure par des dons de terre, là encore, de la bienveillance et de la collaboration des élites locales. Ça permet aux satrapes macédoniens de renforcer, encore une fois, son emprise politique sur un territoire appelé à jouer un rôle important, déterminant en cas d'invasion par les armées de son principal adversaire. De ce fait, il s'inscrit dans la longue durée des donations, encore une fois, de la couronne aux institutions religieuses. Le pouvoir lagide apprend donc très tôt à composer avec la réalité politique égyptienne, au cas par cas. On reverra ça d'ailleurs avec Clovis, par exemple, chez nous. Les souverains macédoniens s'emploient aussi à s'attirer les faveurs du clergé de Memphis, en favorisant la reprise des inhumations en grande pompe du taureau Apis, qui a été interrompu par les Perses. Plusieurs stèles attestent de cette reprise, et ça dès le règne d'Alexandre, qui, selon Arien, rend hommage à différentes divinités locales. Les sanctuaires memphites reçoivent aussi les faveurs des souverains macédoniens, parce qu'ils réunissent les notables de l'une des plus importantes villes d'Égypte. Le pouvoir macédonien recherche au sein du clergé memphite des conseillers capables de l'initier aux finesses de la politique locale, mais sans avoir de grandes conséquences sur la carrière de ces personnages. De fait, ils ne tiennent pas une place très élevée au sein du clergé memphite. En Moyenne et en Haute-Égypte, on observe une stabilité étonnante des élites qui traduit l'indifférence profonde du pouvoir macédonien à l'égard des communautés égyptiennes qui sont situées loin des zones stratégiques du nord. La monarchie ptolémaïque se concentre sur sa survie politique au sein d'un environnement méditerranéen et proche-oriental instable et violent. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.